premier point, pourquoi cette étude? Donc, ça m'a semblé intéressant de vous représenter rapidement cette chose-là. Comme l'a dit Eric, c'est d'apporter un regard global, actualisé sur la problématique du nautisme en Martinique. Et c'est aussi de porter auprès des institutions des pistes d'action pour valoriser cette filière et valoriser toute la dimension économique que peut apporter le nautisme. Donc, il y a plusieurs points qui vont être abordés. Si je retrouve ma flèche, là voilà. Connaître la structure économique de la filière nautique en Martinique, ça va être la première partie de ma présentation avec des données plutôt quantitatives et chiffrées. Ensuite, la deuxième partie, le deuxième point va être un regroupement des difficultés que vous avez exprimées, voire des besoins, voire des premières hypothèses d'action. Ensuite, ça a été, de mon point de vue, intéressant d'aller regarder ce qui se passe en termes de concurrence, parce que ce n'est pas la peine de parler de développement économique si on ne va pas regarder ce que c'est que la concurrence. Et là, pour le coup, sur cette partie concurrence, il a fallu élargir à l'ensemble de la Caraïbe. Et puis, dernier point, j'ai reformalisé et j'ai restructuré tous les propos sous forme de pistes d'action. Alors, ce n'est pas des fiches actions, parce qu'elles ne sont pas développées comme ça. C'est des pistes, c'est des idées. C'est éventuellement sur ce point-là qu'il est peut-être le plus intéressant de discuter et d'échanger lors de notre travail. Alors, première chose, estimer le secteur. Alors, première grosse difficulté, les statistiques nationales ne sont pas du tout adaptées pour pouvoir aller vous identifier. À titre d'exemple, que ce soit l'INSEE, que ce soit la DARES, que ce soit Pôle emploi, le nautisme en tant que tel est impossible à trouver. À titre d'exemple, par exemple, quand on recherche à l'INSEE le domaine de la réparation électronique d'aide à la navigation, donc quelque chose de très précis pour vous, eh bien, on se retrouve, et je ne vous ai pas tout mis, je vous ai épargné les choses, mais vous vous retrouvez dans la même boîte que ceux qui font de l'entretien d'appareils IRM, du matériel photographique, les stimulateurs cardiaques, les électrocardiographes, enfin, etc., etc. Donc évidemment, allez-vous trier, vous, spécialistes sur le nautisme là-dedans, c'est mission impossible, vous êtes tous dans la même boîte. Donc bon, voilà, première chose, impossible d'aller vous chercher par là. Donc on est parti sur un autre principe, on a une filière, une fédération des industries nautiques qui existe, elle a défini ce que c'était son secteur, donc nous nous sommes appuyés là-dessus. Donc nous avons conservé pas tous les domaines, parce que certains n'existent pas en Martinique, tout simplement. Donc nous avons conservé les constructeurs, les loueurs maritimes, le négoce, c'est tel que c'est formulé dans la fédération, toute la maintenance, les services et la grande plaisance, sachant que le domaine de la grande plaisance est considéré plutôt comme transversal, puisqu'il utilise tous les autres. Ça veut dire que, exclu de cette étude, vous avez tous les équipementiers, les motoristes entendus comme constructeurs de moteurs, en Martinique, il n'y en a pas, les loueurs fluviaux. On a aussi exclu les sports de glisse et de pleine nature parce que ça donnait une dimension beaucoup trop étendue compte tenu du temps qui nous était imparti. On a exclu aussi tous les métiers supports que vous avez, mais les métiers administratifs, la sécurité, ainsi de suite. On s'est concentré vraiment sur les métiers du nautisme. On exclut aussi la réparation navale qui ne fait pas partie de la Fédération des industries nautiques. Pour autant, on voit bien qu'il y a de véritables proximités. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Par contre, on a quand même élargi, on a adjoint des domaines proches, les domaines au niveau des ports de plaisance, sans quoi le nautisme n'existe pas, en particulier sur les métiers d'agent de quai, mais pas forcément uniquement. On a aussi adjoint le carénage avec des métiers comme le pontier-lingueur, le grutier, et ainsi de suite, parce que c'est véritablement quelque chose qui aide à structurer la filière. Alors, comment on s'y est pris pour avoir toutes ces entreprises ? On a laissé tomber l'aspect statistique et on a un peu relevé nos manches. Et donc, on a été piocher les entreprises là où on pouvait les trouver. C'est-à-dire qu'on a regardé quelles étaient les entreprises référencées dans la revue Tiponton. Je dis on, c'est plutôt je, mais bon, on a été sur les différents ports de plaisance, marinas, et demandé à leurs responsables à qui il y a chez vous, quelles sont les entreprises qui interviennent, quels sont les noms, qu'est-ce que vous pouvez nous donner. On s'est appuyé aussi sur Éric Vaz, qui connaît quand même particulièrement bien les entreprises en Martinique. J'ai pas marqué, mais on a fait aussi les listes des offices de tourisme avec les sorties à la journée, avec voilà. Bref, approche très très pragmatique pour arriver à essayer de trouver le maximum d'entreprises.
concrètement, on n'est pas sur du 100%. Là-dessus, on n'a pas cette ambition-là, mais on est franchement allé très très loin. J'ai tenu à mettre ce tableau aussi quand on parle de périmètre. Ce sont en gros les métiers qui sont présents en Martinique. On a les métiers de constructeurs qui n'existent pas forcément tout à fait comme ça, mais qui ont probablement existé, puisque la filière de la construction est quand même maintenant réduite un peu à peau de chagrin. C'est vraiment dommage. Pourquoi j'ai voulu vous mettre toute cette liste-là? C'est entre autres quand on va parler du recrutement et de la formation, on se rend compte qu'il y a un nombre de métiers conséquent. Et concrètement, on le verra plus en détail tout à l'heure, avec un nombre d'emplois plutôt minime et un nombre de besoins en formation qui ne sont pas... on n'a pas besoin, je ne sais pas moi, de 15 techniciens de maintenance froid-clim tous les ans pendant 10 ans. Donc voilà, mais c'était pour vous donner un peu une image globale de l'ensemble des métiers. En bas, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, le périmètre géographique, on l'a élargi à la Caraïbe quand on s'est intéressé à la problématique de la concurrence. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu le périmètre de l'étude. Maintenant, on va aborder les premiers résultats et les résultats qui sont sortis. À ce jour, on a estimé le nombre des entreprises de la filière nautique à environ 260, dans le cadre du périmètre qui vous a été présenté. Comment elles se répartissent? On a été regarder les effectifs. Qui vous êtes? En gros, on se rend compte que pour 93% d'entre elles, ce sont des entreprises de moins de 10 salariés. Et 45% ici, ce sont des entreprises unipersonnelles. On a donc une structuration tout à fait particulière de la filière, avec un très très grand nombre d'entreprises unipersonnelles, ce qui a des conséquences aussi derrière. On l'abordera. On a été voir aussi, on a essayé d'estimer le chiffre d'affaires global de la filière. Donc, selon ceux qui ont répondu, rappelez-vous, on avait fait un certain nombre de tranches de chiffre d'affaires. Et une fois fait l'ensemble des péréquations, on arrive à un poids économique de la filière estimé à environ 63 millions d'euros. On se rend compte quand même que près de 71% du poids économique de la filière repose sur des entreprises qui ont déclaré être dans un chiffre d'affaires qui se situe entre moins de 100 000 et moins de 500 000 euros. C'est-à-dire tout ça. Donc c'est particulièrement important. Et on voit bien que près d'un tiers du chiffre d'affaires global de la filière est porté par des entreprises qui sont des entreprises unipersonnelles. Avec la complexité de gérer ce genre d'affaires, avec la fragilité de ce genre d'affaires, avec les expertises portées par une seule personne, etc., etc. Donc c'est on verra après comment on peut utiliser ces regards statistiques sur du qualitatif. Alors, comment est-ce qu'elles s'organisent? Où se situent les entreprises? Sans que ce soit un très très grand scoop, le marin récupère environ 50% des entreprises de la filière nautique. Ensuite arrive donc Fort-de-France avec environ 14% des entreprises, les Trois-Îlets environ avec 7% des entreprises, le François avec environ 6% des entreprises. Il y a énormément d'entreprises qui font de la sortie à la journée, etc. Elle a une configuration en termes de type d'entreprise un petit peu différemment. Mais il se passe beaucoup de choses, donc c'est intéressant de le noter. Je ne sais pas si vous voyez exactement les détails, mais peut-être que cette étude sera publique et mise à disposition, donc vous pourrez vérifier derrière. Qu'est-ce qu'on voit en termes d'implantation? Pareil, c'est absolument pas un scoop. Les entreprises sont situées aux proximités des marinas et des ports de plaisance. Donc ces lieux sont véritablement des lieux de développement de l'activité économique pour les entreprises du nautisme. Je suis allée voir, parce qu'effectivement, Éric Vasse vous disait, on a conduit une étude il y a quelques années. Je suis allée voir ce qui se passait depuis avec l'ouverture de la marina de l'Étang-Abricot. Est-ce que ça avait modifié? Concrètement, ça n'a pas modifié les choses. Pour l'instant, la marina de l'Étang-Abricot, en termes d'intérêt pour les professionnels et des entreprises donc, du nautisme, n'a pas apporté de modification sensible dans la répartition des entreprises sur la Martinique.
Si on continue sur cette partie de l'analyse, en gros, le nombre de professionnels tourne autour de 900, peut-être un petit peu moins de 900 professionnels dans le domaine du nautisme. Après, je me suis dit, mais ça serait intéressant de voir un petit peu quels âges ils sont. Donc d'abord, premièrement, c'est une profession à 70% masculine. Bon, ça, c'est pas un scoop quand on regarde la salle. Vous êtes assez représentatif. Donc c'est 70% une profession masculine. Pour les salariés, on a des salariés plutôt la très très grosse tranche d'âge. Vous voyez, elle est entre 26 et 40 ans. Donc on est sur un équilibre, une structure, une pyramide des âges qui est à peu près correcte. Les jeunes de moins de 26 ans sont quand même faiblement représentés. Si on regarde une pyramide un peu classique, il serait souhaitable certainement qu'il y en ait un petit peu plus. Mais bon, ça fonctionne. Par contre, quand on commence à regarder l'âge des chefs d'entreprise, eh bien là, on se rend compte qu'il y a une vraie grosse difficulté. C'est-à-dire que environ 36% des chefs d'entreprise affichent plus de 55 ans. Donc, je ne suis pas allée leur demander 55 plus proche de 60 ou plus proche de 55. Mais bon, quand même, là, on est sur une tranche d'âge et un nombre qui est particulièrement important. Ça pose différentes difficultés qu'on pourra développer si vous le souhaitez. Premièrement, vous avez vu qu'il y a un nombre d'entreprises qui sont unipersonnelles. Et parmi celles-là, les chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans, ils sont aussi légion. Ça veut dire que ces entreprises, quand les chefs d'entreprise vont partir à la retraite, elles ferment. En gros, vous perdez la compétence et l'expertise. Donc, question, qu'est-ce qu'il serait souhaitable de faire pour qu'avant que ces gens partent à la retraite, on puisse malgré tout transférer cette compétence? Autre chose, quand ce sont des entreprises qui ne sont pas unipersonnelles, se pose la question de la reprise d'entreprise. Pas directement la vente de l'entreprise, concrètement, là-dessus, un chef d'entreprise qui a une entreprise qui fonctionne, il arrivera toujours plus ou moins à la vendre. La question se pose, c'est qui va la racheter? Est-ce que ce sont des Martiniquais ou est-ce que ce sont éventuellement des métropolitains qui vont venir ou d'autres gens qui vont arriver? Concrètement, bon, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais en termes de capacité à devenir ou à être ou déjà chef d'entreprise quand on est martiniquais, il n'y a pas de souci, je ne vois pas pourquoi il y en aurait. Par contre, on est sur un milieu du nautisme qui est très très particulier. Donc on ne reprend pas une entreprise du nautisme comme on reprend une épicerie ou un magasin de vêtements ou autre chose. Pareil, on ne reprend pas un garage comme on... Voilà. Donc il y a un certain nombre de compétences spécifiques qu'il serait intéressant d'aller voir, je ne sais pas, sur certaines écoles qui forment les prochains chefs d'entreprise. Il y a certainement quelque chose à réfléchir autour de ça aussi, sur la reprise d'entreprise. Donc voilà, deux problématiques un petit peu différentes. Et là maintenant, on aborde la partie qui est beaucoup moins statistique, qui est beaucoup plus qualitative. J'ai interrogé les entreprises sur avez-vous pas des difficultés à recruter, avez-vous pas des difficultés à former, et j'affiche là-haut le recrutement et la formation des difficultés récurrentes. Si je compare avec la précédente étude, bon, je ne me suis pas autorisée à faire un copier-coller, mais on n'est quand même pas loin. C'est-à-dire qu'on retrouve dans les dires des chefs d'entreprise exactement les mêmes problématiques qu'il y a 6 ou 7 ans sur le recrutement et sur la formation. Donc, si on détaille un petit peu, les modes de recrutement que vous avez, ce sont, moi je les ai qualifiés de pratiques confidentielles. En gros, à 90%, je crois que c'est ça, la quasi-totalité des entreprises recrutent par la voie du bouche à oreille. Est-ce que tu connais Radio Ponton. Voilà. Est-ce que tu connais il y a machin. Attends, tu peux demander à un tel. Je crois qu'il a vu. Enfin bon, bref, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a aussi quand même des entreprises qui reçoivent des candidatures spontanées, qui les étudient, mais c'est pas grand-chose. Le passage par Pôle Emploi, il est, si je suis correcte dans ce que je retransmets, il n'est pas efficace, dirons-nous. Donc, en gros, de fait, dans vos pratiques de recrutement, vous limitez complètement l'accès à l'information à des gens qui sont déjà dans le domaine, à des gens qui
pour certains, sont déjà en activité. Donc c'est véritablement très, très confidentiel. En plus des besoins qui sont aux marins, je ne suis même pas sûre qu'on en ait connaissance à Fort-de-France. Donc on voit bien que là, la pratique de recrutement, vous n'êtes pas en tant que telle. Ça ne veut pas dire que vous trouveriez toutes les compétences qu'il faut, mais les manières de faire ne sont pas tout à fait adaptées. Par contre, elle s'explique tout à fait. Ce n'est pas du tout une critique dans ma bouche. C'est ce que je vous marquais. Une collaboration difficile avec le service public de l'emploi dont les agences, c'est ce que vous me dites, ne connaissent pas les entreprises et pas bien les métiers. Des métiers avec des vraies spécificités, et ça c'est tout à fait vrai, et vous ne trouvez pas d'adéquation avec les profils des candidats. Et puis, alors pareil, là je retransmets ça de manière tout à fait soft, une motivation des postulants qui n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà, je retransmets ça de manière tout à fait politiquement correcte, mais bon, vous vous êtes beaucoup étendu, y compris sur, on pourrait imaginer que nos stagiaires soient nos futurs professionnels. Bon, là, en termes de motivation, pareil, il y avait encore véritablement un gap sur ne serait-ce que ce que c'est qu'une entreprise et comment on se présente dans une entreprise, tout simplement. Là, voilà, il y a des choses comme ça. La formation, bien pareil, je vous ai inscrit la formation, un vieux serpent de mer qui ne trouve pas sa solution. On se retrouve toujours avec un peu les mêmes réponses. Donc, parmi les gens qui ont participé à cette étude, seulement environ 10% des entreprises ont répondu qu'elles avaient fait de la formation sur les 3 dernières années. La majorité des salariés sont formés sur des domaines techniques. Il y a une plus petite part qui est formée soit sur du domaine de la sécurité, qui sont des domaines obligatoires, par exemple, sur l'anglais aussi, mais sur des parts plus petites. J'avais, si vous vous souvenez, dans ce questionnaire, listé un certain nombre de questions sur les difficultés. Bon nombre d'entre vous ont quasiment mis une croix dans chacune des cases. Mais ce qui ressort quand même grosso modo, c'est l'inexistence de formation technique adaptée à vos besoins, la quasi-impossibilité de faire partir les salariés en métropole pour suivre des formations compte tenu des coûts. Ce n'est pas que les formations n'existent pas, ce n'est pas que les chefs d'entreprise ne veulent pas, mais concrètement, quand il faut aligner le prix de la formation, plus le billet d'avion, plus évidemment l'hébergement, là-dessus, les OPCA ne vous suivent pas, donc ça coince. Et donc derrière, effectivement, le manque de soutien des OPCA. Alors certains plusieurs fois m'ont indiqué aussi une certaine lenteur au traitement des dossiers et puis une certaine opacité quant à leur décision de ce qui est éligible ou pas éligible. Donc voilà, les OPCA ne sont pas d'une grande aide. On sait pourquoi la formation telle qu'elle est présentée actuellement en Martinique n'est pas adéquate. Tout simplement parce que c'est ce que je disais au début, surtout quand je vous ai présenté ce tableau sur tous les métiers. Il faut former un petit nombre de professionnels. Vous n'avez pas besoin de 15 stratifieurs tous les ans. Si on forme 15 stratifieurs, ça veut dire que derrière, il y en a peut-être 12 qui se retrouvent au chômage. C'est assez ridicule. Et de toute façon, l'année suivante, il n'y en aura pas besoin. Donc le système de formation, éducation nationale ou école de la Trinité, ainsi de suite, sont prévus pour faire des nombres. Et donc, de fait, ça ne fonctionne pas avec vos propres besoins. Et puis, et ça ressort beaucoup, même si, moi, et c'est moi qui le dis, je ne suis pas d'accord complètement sur tous les métiers, mais grand nombre de métiers nécessitent d'avoir eu une pratique de la mer, qu'elle soit bateau-moteur ou voilier ou quoi que ce soit, mais une pratique de la mer et une connaissance de la mer. Pas pour tous les métiers, mais pour grand nombre de métiers, effectivement. Et là, on est devant une autre difficulté. Donc une fois que j'ai eu recensé un petit peu tous vos propos, moi je suis allée un petit peu creuser aussi de mon côté en me disant mais que donne le marché du travail ici en Martinique ? Donc je suis allée regarder, ce sont les statistiques, c'est les sources, c'est la DARES, c'est Pôle emploi tout simplement. Concrètement, je ne vous ai pas mis toutes les statistiques parce que c'est pas intéressant et c'est un peu soporifique. Mais on a une structure de l'emploi qui est particulière ici en Martinique. Elle est véritablement caractérisée par une surreprésentation de la construction. Alors là, j'ai précisé bâtiment, pas construction nautique. Et puis, effectivement, services et administratifs. Et quelque part, les formations forment des gens dans ces profils-là. On a, même si le chômage a baissé cette année par rapport à l'année précédente, quelles que soient les catégories de demandeurs d'emploi d'ailleurs,
On a un chômage qui touche particulièrement les femmes. Hein. Vous voyez, là, on est sur 56% des femmes qui sont demandeurs d'emploi. Et puis, on est quand même sur un chômage qui touche près de 29%, pour près de 28%, justement, les jeunes de moins de 25 ans. On peut se dire, ça y est, on a un vrai potentiel qu'il va falloir former, qu'on va pouvoir intégrer dans nos entreprises. Le problème, c'est, on l'a vu, la faiblesse du système de formation qui ne répond pas à vos besoins et la structure de vos entreprises qui sont beaucoup des petites entreprises et donc dans ces cas-là, pas les moyens de former les futurs salariés ou de former les jeunes au poste de travail. Quand on est dans une entreprise unipersonnelle, si on prend quelqu'un en plus, il faut que rapidement la personne soit opérationnelle. On ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qu'on peut former pendant 3 mois ou 6 mois. Donc voilà, on se retrouve dans un système de quadrature du cercle ou de cercle vicieux, c'est ce que j'ai écrit, où il est indispensable de former des jeunes, mais sur un territoire où la formation ne répond pas aux besoins. Là, on est... Et ça n'a pas véritablement changé depuis la dernière fois que je suis passée. Donc pareil, je me suis posé la question, je me suis dit, OK, il faut que ce soit des gens qui aient une compétence en autisme, parce qu'on peut prendre le problème par l'autre bout. On se dit, ceux qui ont un peu une compétence en navigation, ainsi de suite, éventuellement, on va les attirer vers les métiers. Alors je me suis dit, qu'est-ce que ça donne au niveau de la formation? Donc je suis allée chercher les statistiques des clubs nautiques. Hein, c'est les statistiques de la Fédération française de voile. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, donc là, il y a tous les clubs qui sont actifs. J'avais d'autres noms de clubs, mais visiblement, sur ces dernières années, il y a 0 licence de passé, donc je les ai supprimés. Donc on constate quand même, hein, vous voyez les chiffres, les blocs, c'est club par club. Dans l'ensemble, on a une baisse constante du nombre de licenciés dans les clubs nautiques. Si on regarde les chiffres bruts, depuis 2010, il y a eu 1/3 de licences en moins de prises dans les clubs nautiques de Martinique, qui est quand même relativement important. Et quand on s'adresse et quand on s'intéresse aux jeunes, puisqu'après, il y a les licences les statistiques sont pas mal faites par jeunes et par adultes, c'est les rouges, les jeunes. Hein. Eh bien, on se rend compte qu'en 6 ans, il y a près de 50% de licences en moins qui ont été prises dans les clubs nautiques de la Martinique. Alors, je ne suis pas allée voir les clubs nautiques, hein, ce n'était pas prévu dans le cadre de cette étude. Je n'ai donc pas d'explication à donner à ça, mais on voit bien qu'on est sur un problème. Pardon ? Alors, voilà, il y a certainement éventuellement, je préfère merci Glenn, mais je vous présente tout, mais effectivement, il y a un certain nombre d'endroits où moi j'ai des hypothèses parce que je n'ai pas pu aller creuser plus loin sur des réponses que vous avez très très probablement. Donc, quand même, malgré tout, j'ai vu je ne vous les ai pas présenté la statistique, mais sur les 2 dernières années, le nombre de primo-licences, c'est-à-dire des nouveaux qui s'inscrivent et qui prennent une licence qui n'ont jamais été licenciés dans des clubs de voile, est stabilisé à environ 50 pour les jeunes. Mais bon, 50 jeunes qui s'inscrivent en primo-licence par an, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Donc voilà, l'entrée par allons chercher ceux qui savent naviguer, elle est pas évidente et elle est relativement faible. Après, je suis allée m'intéresser à d'autres données en me disant, est-ce qu'on peut aller regarder, est-ce qu'on peut avoir des informations sur la flotte par rapport aux flottes de navires, qu'ils soient moteurs ou voiles. Donc, je suis allée chercher des informations au niveau du ministère donc de l'Environnement, du Développement durable et de l'écologie sur les nouvelles immatriculations. Quels sont les chiffres? Alors, ce qu'on regarde, j'ai comparé avec la métropole et j'ai comparé avec la Guadeloupe aussi. Je ne vous les ai pas forcément présentées, mais en gros, les nouvelles immatriculations de voiliers en Martinique ont une structure complètement différente de, par exemple, la structure de la métropole, où il y a énormément de voiliers de moins de 5 mètres, etc., etc. Vous, votre structure de nouvelles immatriculations, elle est vraiment caractérisée par une surreprésentation des voiliers de 10-15 mètres. On sait pourquoi, hein, on sait exactement pourquoi. Par contre, quand on regarde les chiffres, on ne peut pas en faire une analyse parce que le nombre d'immatriculations de nouvelles immatriculations est vraiment très très faible. On n'est pas capable de dire s'il y a eu un problème, une crise, quand le nombre d'immatriculations est passé de 13 à 10.
c'est éventuellement conjoncturel. La Guadeloupe se présente à peu près de la même manière, avec un nombre de voiliers un peu plus important, mais à 2-3 près, hein, on n'est pas sur des grosses différences. Par contre, quand on regarde le motonautisme, là, on se rend compte qu'à part les voiliers de 6-7 mètres, les bateaux moteurs de 6-7 mètres, tout le reste est en chute libre. Il y a une très très grosse chute libre ici sur les moins de 5 mètres, dans lesquelles sont enregistrés les scooters des mers. Donc j'ai mis, pareil, j'ai mis des hypothèses, parce que là j'ai eu des éléments quantitatifs, mais j'ai eu assez peu de qualitatifs dans les retours des entreprises qui travaillent avec le motonautisme. Donc, de mon point de vue, mais ça c'est à discuter complètement, hein, c'est vraiment des hypothèses, c'est davantage un marché intra-Martinique, ce marché, par rapport au marché de la voile, c'est une hypothèse. Autre hypothèse, mais toujours hypothèse, hein, forte baisse des navires de moins de 5 mètres, probablement liée à un moins grand nombre de scooters des mers achetés. Concrètement, il y a eu une nouvelle taxation en 2013, éventuellement il y a une problématique peut-être de baisse de pouvoir d'achat. Je n'ai pas d'explication particulière non plus. Et la baisse toute catégorie, peut-être elle aussi est-elle due à une baisse du pouvoir d'achat. Donc, c'était pour vous donner un peu une image. Hein. Les chiffres qui sont notés, c'est les nombres hein, sur la dernière année de nouvelles immatriculations. Ça donne une image, mais ça n'enrichit pas forcément beaucoup le débat et la réflexion. Ensuite, après avoir posé tous ces éléments-là, je suis allée voir sur ce que donnait la concurrence et quels étaient aussi les clients. Est-ce que les besoins avaient bougé? Est-ce que c'était toujours les mêmes clients? Donc, je suis allée regarder un petit peu la concurrence. Et là, alors, je ne sais pas si c'est très, très, très lisible, mais je vais essayer de vous le détailler. Si je récupère ma flèche, là, voilà. Donc, Cuba, j'ai noté Cuba parce qu'en recherchant investissement, Marina, Caraïbes et ainsi de suite, de nombreux articles sont sortis sur des hypothèses d'investissement relativement lourds sur cette île. Par contre, aucun des articles ne donne de date, ne donne de choses comme ça. Néanmoins, on sait que Cuba s'ouvre de plus en plus, donc bon, question. Ensuite, on a... moi, j'ai tenté de qualifier, alors peut-être de manière un petit peu caricaturale, j'ai essayé de qualifier la concurrence en 2 critères. Le service aux plaisanciers. En gros, est-ce qu'il y a des marinas qui ont... Alors, on peut y mettre tout, hein, le cachet un peu typique. Est-ce qu'il y a pas mal de restaurants, du shopping? Est-ce qu'il y a de l'animation culturelle? Est-ce qu'il y a un service au bateau très, très élaboré? Est-ce qu'il y a du change? Voilà, véritablement le service aux plaisanciers. Et puis, j'ai un deuxième critère qui est les compétences techniques. L'aspect technique. Est-ce que dans ces lieux et ces marinas, on y retrouve un grand nombre de professionnels avec des compétences reconnues pour pouvoir faire de la maintenance? Voilà. Bon, c'est très caricatural, mais bon, ça donne une idée quand même. Donc on a Tortola qui est plutôt sur un segment de plaisance qui est à peu près le même que le vôtre. Par contre, avec des compétences techniques qui ne sont pas à la hauteur de la Martinique. Si on passe sur les îles Vierges américaines, là, pour le coup, on a un positionnement qui est davantage grande plaisance, qui est davantage yacht, donc qui n'est pas forcément sur votre propre segment, qui propose un certain nombre de compétences techniques tout à fait à la hauteur, mais dans des coûts qui sont plus élevés que ceux qui sont pratiqués à la Martinique. On a Saint-Barth qui est à peu près positionné de la même manière que les îles Vierges américaines, avec des coûts relativement élevés et quand même bien orientés grande plaisance. Saint-Martin, partie hollandaise, qui couvre la grande plaisance, la plaisance telle que la vôtre, et puis qui offre un service de qualité aux plaisanciers, que ce soit au ponton ou culturellement, hein, bien évidemment, et qui apporte des services techniques tout à fait performants. Éventuellement, on m'a dit que les coûts étaient un petit peu plus élevés, mais on est sur quelque chose de relativement proche sur Saint-Martin. Saint-Kitts, là, de gros investissements qui sont en cours, mais me disait la personne qui m'expliquait tout ça, il faut venir avec son technicien pour l'instant. Hein. On va avoir des infrastructures, mais techniquement, on n'est pas du tout dans un système concurrentiel avec la Martinique. Antigua,
qui est davantage positionné sur de la grande plaisance, qui offre un service aux plaisanciers de très bon niveau. Par contre, en termes de services techniques, pareil, on n'est pas au niveau de ce que propose la Martinique. On arrive ensuite avec la Guadeloupe. La Guadeloupe, dont le secteur a été pas mal en difficulté ces dernières années, qui commence à remonter sa filière nautique, mais qui est en reconstruction de tout ça, donc qui pour l'instant, ne se positionne pas forcément en très grand concurrent de la Martinique. La Martinique, elle, qui est positionnée pour l'instant sur la plaisance, moyenne plaisance, qui offre un service aux plaisanciers, je dirais, plutôt basique, qui n'est pas du niveau des îles Vierges américaines, ou ça ne veut pas dire que c'est l'exemple qu'il faut avoir, mais voilà, si on compare avec des critères, ce n'est pas au même niveau. Par contre, qui propose des compétences techniques tout à fait de bon niveau. D'ailleurs, la Martinique est connue et reconnue pour sa capacité technique sur les îles alentours. On a ensuite Sainte-Lucie, qui est positionnée à peu près sur la même plaisance que vous, mais qui n'est pas encore véritablement en concurrence d'un point de vue technique. Les compétences ne sont pas encore tout à fait au niveau. Saint-Vincent, il y a la construction d'un aéroport international. Donc, question, est-ce que ça va drainer davantage de monde? Est-ce que ça va générer éventuellement de nouvelles bases sur cet endroit-là? Concrètement, l'accueil du plaisancier, c'est quelque chose qui est très, très festif. C'est quelque chose qui est de bon niveau. Au niveau technique, pareil, c'est pas encore ça. Et puis, on a Grenade qui est en train de bénéficier d'investissements importants et qui commence à être correctement équipé, avec positionné sur un même segment de plaisance que le vôtre, avec un service aux plaisanciers très festif, avec des choses très intéressantes, et dont on m'a dit que c'est la future grande concurrente de la Martinique, parce que les compétences techniques sont en train de monter de manière relativement conséquente. Donc voilà, l'idée c'était quand même de positionner un petit peu la concurrence. Pour aujourd'hui et pour l'instant, j'ai tendance à dire que ce qui se passe autour de vous n'est pas d'une concurrence féroce encore avec vous. Ce que ça va devenir demain, je ne sais pas. Donc, j'ai tendance à dire, ça serait dommage de s'endormir sur ses lauriers ou de surfer uniquement sur ses acquis. Je crois qu'il y a toujours des réflexions et d'innovations à avoir. Donc voilà pour la présentation plutôt de la concurrence caribéenne. Donc après, je me suis intéressée à la clientèle. Est-ce que la clientèle est toujours la même ou est-ce qu'elle évolue ? Donc on a essayé de qualifier aussi, pareil, alors c'est des gros blocs, c'est pas aussi perméable que ce qui est écrit, c'est pas aussi imperméable, que ce qui est écrit là, mais en gros vous avez une clientèle de résidents qui semble davantage orientée sur les bateaux à moteur, sur le motonautisme. Et de ce qui m'est dit, c'est quand même une clientèle qui attend un service de type clé en main. Presque à l'image, c'est un peu exagéré, mais presque à l'image de ce qu'on trouve chez les garagistes. En gros, j'arrive avec mon bateau, j'ai un souci, je remets les clés et je ne me préoccupe pas d'aller en voir 3 ou 4 à droite et à gauche pour essayer de gérer toute ma maintenance. On a la clientèle de propriétaires non résidents. Celle-là, c'est les bateaux de passage et puis les propriétaires qui ont fait de la Martinique un peu leur port d'attache. Ce n'est pas les résidents martiniquais. En gros, ce qui ressort de tout ça, c'est que vous avez une clientèle dont la moyenne d'âge, en particulier les propriétaires qui ont fait de la Martinique leur port d'attache, c'est des gens qui ont une moyenne d'âge d'environ 65 ans. C'est un profil de clientèle qui a investi un peu ses économies ou une part de ses économies dans un bateau, un peu pensé comme une résidence secondaire. Ce n'est pas forcément des très très grands navigateurs, on les rencontre plutôt à quai, Mais c'est quand même une catégorie de clientèle qui fait entretenir ces bateaux par les professionnels et qui, elle aussi, a tendance à attendre un peu un service clé en main, que ça n'intéresse pas trop d'aller voir le frigoriste, puis ensuite la mécanique, puis ensuite, etc., etc.
Vous avez bien sûr la clientèle de touristes, alors qui louent avec ou sans équipage. Pour partie, pareil, c'est des grandes lignes. Vous avez une première partie de personnes, en gros de 50-60 ans, qui s'offrent des vacances un petit peu de qualité. C'est pas forcément des grands navigateurs. Bon nombre louent avec skipper. Et puis, vous avez une clientèle souvent un petit peu plus jeune, un peu moins nombreuse, pour laquelle qui a des compétences à naviguer et qui part avec les voiliers. Vous avez une quatrième tranche de clientèle qui est la clientèle de la grande plaisance. C'est pas la plus importante. Pour l'instant, concrètement, la Martinique n'offre pas encore le niveau de qualité de service qu'attendent ces types de bateaux et ces équipages en particulier, que ce soit en termes d'infrastructure, mais aussi et surtout en termes de prestations d'accueil. Il y a des choses, il y a des projets qui sont en cours, mais pour l'instant, on est encore sur un champ qui n'est pas très développé. Au-delà des infrastructures, c'est ce que je vous marque. Là, il restera la problématique de l'élévation du niveau de service compte tenu de la faiblesse du système de formation. Faut un petit peu réfléchir à ça. En regardant de manière un peu transversale toutes ces clientèles, on se rend compte que la clientèle étrangère représente quand même aujourd'hui une part significative de l'activité de du secteur. Par rapport à d'autres activités sur la Martinique, malgré tout, le nautisme a une proportion d'étrangers qui n'est pas insignifiante. On constate aussi qu'il y a l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes qui proposent des liaisons directes ou escales vers Fort-de-France. On a Condor, Norwegian, Seaborn, XL Airways, etc., etc. Pour bon nombre, ce sont des compagnies low cost. Pour certaines, elles ne proposent les vols qu'en haute saison. Pour autant, ça fait venir du monde. Les statistiques du comité martiniquais du tourisme en attestent. On a un nombre d'étrangers de plus en plus important, même si ce ne sont pas des grands nombres. Mais bon, voilà, on a potentiellement encore une clientèle étrangère qui peut se développer. Si on regarde un petit peu tout ça et qu'on se pose la question de où se situe le plus fort potentiel de développement, j'y mets l'hypothèse que ça repose essentiellement sur les bateaux de propriétaires non résidents, et ce, plutôt sur les bateaux de passage, et puis éventuellement sur l'éventuel développement de la grande plaisance, à condition effectivement qu'il y ait les conditions qui puissent être réunies, en infrastructure, en qualité d'accueil, etc., etc. Donc voilà sur les clientèles. Voilà, j'ai fait un peu le tour de la présentation et de vous donner une image du nautisme. Alors bon, c'est certainement pas un scoop pour vous, mais bon, ça a l'intérêt d'être écrit à un moment quelque part. Et ensuite, à partir de ça, l'idée a été de se dire qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations ? Parce qu'une fois qu'on a des informations, si on ne les met pas un petit peu en système et en action, on n'en fait rien du tout. Donc j'ai tenté d'en faire quelque chose, en tous les cas de les structurer pour qu'elles aient une résonance les unes avec les autres. Donc j'ai structuré ça autour et c'est éventuellement certainement de cette partie-là qu'il va falloir discuter, parce que c'est ma vision des choses, bien sûr à partir de tous vos propos et de tout ce que vous avez dit. En gros, l'idée, le central, c'est capter de nouveaux marchés. Se développer, c'est capter éventuellement de nouveaux marchés. Il y a 3 objectifs pour ça. Il y a un premier objectif qui est de monter en qualité de service. Il y a un deuxième objectif qui est de rester compétitif en matière de coûts. Alors, on a bien vu, il y a de la concurrence. Et un troisième objectif qui est de faire éventuellement bouger l'image de la destination nautique, parce qu'elle est encore très, très accrochée à son image de compétences techniques. Et puis ensuite, j'ai décliné ces grands objectifs en action, pas en fiche action, c'est ce que je vous disais, en action, c'est des principes. Donc, monter en qualité de service, on a des problématiques de compétences, des problématiques d'infrastructure et des problématiques de service rendu, tout simplement. Pour ce qui est de rester compétitif, on a des problématiques de coûts et des problématiques de réglementation. Pour ce qui est de l'image, il y a une problématique d'accueil, peut-être de partir vers de l'accueil plus festif.
Et puis, on a des propositions d'un certain nombre de professionnels vers la plaisance verte, une image de plaisance verte. Donc, je vais vous les détailler un petit peu. Donc, monter en qualité de service, là, clairement, quand on voit que les clients demandent un service clé en main, concrètement, on est sur une problématique de nouvelles organisations entre professionnels. Pour pouvoir effectivement avoir un chef de file qui manage le reste des opérations. Il y a des choses comme ça qui sont probablement à réfléchir en termes de collaboration entre entreprises. On a l'expérience du groupe de réparation navale du cluster maritime qui tente cette chose-là, hein, qui communique et qui tente d'organiser. C'est éventuellement intéressant d'aller voir qu'est-ce qui marche et puis quelles sont les difficultés auxquelles ils se sont confrontés, histoire d'éviter de tomber dans les mêmes écueils. C'est éventuellement une première piste. Après, on a, c'est ce que je vous disais, des problématiques d'infrastructure. Il faut que les infrastructures qui existent, elles soient des moteurs de développement. Donc on a très concrètement les temps abricots. Les temps abricots, si aucun professionnel ne s'est encore installé à cet endroit-là, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Les choix stratégiques de ce que va devenir ce lieu, c'est quand même un lieu rare. C'est pas demain qu'il va y avoir de nouveau un espace portuaire de plaisance de cette taille-là qui va être installé en Martinique. Donc, qu'est-ce qu'il va devenir ? Quels sont les choix stratégiques en matière de foncier autour de tous ces anneaux qui sont à Fort-de-France ? Est-ce que c'est un choix, je ne sais pas moi, de positionnement haut de gamme ? Est-ce que c'est un choix essentiellement immobilier ? Auquel cas, que deviennent les professionnels ? Est-ce qu'ils vont pouvoir ou pas s'installer ? Quels vont être les bateaux et les choix pour les bateaux ? Est-ce que ce sont essentiellement des résidents ? Est-ce qu'il y a beaucoup de navigation de passage ? Quelle proportion ? Enfin, voilà, ça c'est toutes les choix stratégiques qui doivent être décidés pour que... Et j'aurais tendance à dire en concertation avec les professionnels, parce que ça ne peut pas se faire sans eux. Y compris pour éclairer des décisions. Je pense que vous êtes des professionnels qui avaient une longue expérience et certainement des choses tout à fait constructives à dire sur le sujet. Donc voilà, on a véritablement une problématique de ce foncier qui existe, qui manque pour les professionnels, sur lesquels éventuellement ils seraient intéressés, mais pour l'instant, il n'y a pas de décision. Donc voilà, quelle concertation, c'est ce que je vous disais. On a le carénage du marin. Alors, le carénage du marin a une rénovation de très, très grande ampleur, hein, tout à fait intéressante dans l'idée d'apporter des services de niveau supérieur à ce qui existait avant. Alors bon, il y a eu quelques aléas dans la phase de transition entre l'installation des nouvelles choses, bon, comme toute évolution. Pour autant, on est sur un outil qui structure énormément toutes les entreprises professionnelles qui sont sur le marin. Donc très probablement pareil, il y a une nécessité de partir sur quelque chose qui soit bien plus du travail en collaboration pour qu'il y ait davantage de fluidité dans les modes de fonctionnement, que ce soit au bénéfice du carénage, mais aussi au bénéfice des professionnels qui viennent travailler sur ce lieu. Ça nécessite, il ne suffit pas généralement de changer les outils de travail pour que ça aille mieux, ça nécessite aussi malgré tout d'adapter les compétences des gens qui utilisent ces outils de travail. Hein, mais je sais qu'il y a des choses qui sont dans les tuyaux sur le sujet, mais bon voilà, il ne fallait pas s'arrêter au changement de l'outil de travail. Alors, toujours pareil sur cet objectif 1, monter en qualité de service, c'est disposer des compétences pour pouvoir développer les entreprises. Le recrutement, donc donner une plus grande visibilité à vos offres. Déjà, vous récupérez peut-être plus de compétences. Et puis, en l'absence de formation spécifique ou de compétences spécifiques, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir conduire un travail sur, pour certains métiers, quelles sont les compétences proches et quelles sont les petits deltas ou les petits gaps qu'il faut compléter pour pouvoir aller s'adresser à des professionnels qui sont en dehors du monde du nautisme. Il y a certainement un certain nombre de métiers qui peuvent se faire sans problème comme ça. La formation, c'est pas un scoop, améliorer les collaborations avec les OPCA, trouver des solutions financières pour faciliter l'accès aux formations en métropole,
Et puis produire de l'innovation pédagogique pour pouvoir mettre en place, c'est ce que je vous disais depuis le début, des formations qui concernent des petits nombres, qui ne se répètent pas toutes les années et qui sont de haut niveau. Donc voilà, là, il faut véritablement imaginer un système qui ne soit pas un système à l'image de ce qui existe à l'heure actuelle, l'éducation nationale, etc. Ce n'est pas pour les critiquer, mais c'est que ça n'est pas adapté. Il y a un certain nombre de professionnels qui ont fait tout un tas de propositions très intéressantes. Alors, s'impliquer en tant que formateur, certains d'entre vous ont dit que ça a existé. Plusieurs m'ont dit, moi, je veux bien former des gens, mais pas dans mon entreprise parce que c'est pas adapté. En gros, je veux bien donner des cours. C'était quelque chose de cet ordre-là. Donc, écoutez, moi, je pense que c'est tout à fait intéressant. En particulier aussi, c'est une manière de récupérer la formation des chefs d'entreprise unipersonnels qui ont un vrai savoir-faire, qui ne sont pas du tout des formateurs, donc je peux très bien imaginer que ça ne les emballe pas du premier coup. Mais là-dessus, il faut quand même la récupérer. Il faut pouvoir les accompagner, ces gens-là, pour qu'ils puissent transmettre leur savoir-faire. On a aussi que je n'ai pas marqué là, mais on a aussi des propositions du type, écoutez, s'il faut augmenter le nombre de stagiaires, pourquoi pas former des gens des îles d'à côté ? Je sais que Sainte-Lucie a fait des demandes, je sais que Haïti aussi a exprimé des demandes, des besoins en formation, ainsi de suite, quitte à ce qu'après on fasse des accords et puis qu'on envoie nos jeunes se former en anglais à Sainte-Lucie. Voilà, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la collaboration et de la coopération un petit peu plus élargie que la Martinique. Il y a aussi un autre projet que j'ai découvert qui s'appelle Martinique Destination Voile. Donc, je suppose que vous le connaissez, qui est intéressant, qui est dans l'idée de doter chaque commune de la Martinique d'un bateau, certains clés en main, d'autres à fabriquer, et puis de faire naviguer ces jeunes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi aller regarder parce que c'est des systèmes atypiques, mais toujours pareil, vous n'êtes pas sur des grands nombres, donc ça peut véritablement vous trouver les jeunes qu'il vous faut. Et puis, on revient à nos statistiques des clubs nautiques et ainsi de suite. Là, il faut remettre le poids sur la pratique du nautisme. Il faut... au sein des clubs de voile. Faut communiquer sur vos métiers parce que vous êtes connus, mais vous communiquez peu en dehors de votre milieu, en quelque sorte. Vous avez déjà tout un tas d'événements majeurs, le Smile, le Tour des Yoles, les Transats, enfin tout un tas de choses. Je pense qu'il serait intéressant de créer des événements éventuellement beaucoup plus modestes. Il n'y a pas besoin de grande ampleur, mais qui marquent, qui soient festifs, qui attirent du monde. Bref, communiquer, qui attirent... Alors ça, c'est mon propos. Autant les mères que les jeunes, parce que souvent, c'est les mères ou les grands-mères qui sont aussi à la décision des orientations professionnelles. Objectif numéro 2, rester compétitif en matière de coûts. Je ne vais pas développer ce qui a été longuement développé, débattu, y compris dernièrement au niveau des ateliers de la mer lors du Smile. Les réflexions sur la détaxe des activités nautiques, sur les charters, le carburant, etc. Ce sont des projets qui sont portés, toujours portés. L'extension du dispositif de zone franche d'activité, l'équilibrage de la taxation de l'octroi de mer, en particulier avec la Guadeloupe. On sait que ça fait des distorsions un peu de droite de gauche. Donc ça, je ne le développe pas, vous les connaissez, ces choses-là. Adapter la réglementation du travail aux spécificités du nautisme. C'est vrai que ces derniers temps, moi, m'a été ramené des réglementations en termes de sécurité du personnel, en termes de cet ordre-là, qui font que ce sont carrément des choses qui sont impossibles à appliquer en termes de sécurité autour de monter dans les mâts, sur les ponts des bateaux, etc. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui doit pouvoir se faire avec l'État et trouver une juste mesure qui sécurise effectivement le personnel, mais qui soit faisable dans le monde du nautisme. On a espéré qu'on n'ait pas des services de l'État trop fermés sur au moins ces échanges. Autre difficulté qui m'a été rapportée à plusieurs reprises, c'est le problème du foncier.
Sur la marina du Marin, d'une part, les entreprises n'ont pas la possibilité d'acheter leur local de travail, mais de toute façon, à l'heure actuelle, on est arrivé à quelque chose, je ne sais pas s'il faut dire saturation, c'est peut-être exagéré, mais enfin, en tous les cas, l'occupation de l'espace, elle est quasiment complète. D'une manière générale, les entreprises disent, moi, j'ai besoin d'un lieu de stockage, j'ai besoin d'ateliers, mais il ne faut pas me les mettre sur un morne ou ailleurs, parce que là, c'est juste impossible, je ne peux pas travailler. Donc l'accès au foncier en bord de mer a des coûts qui soient absorbables par les entreprises. Voilà, on est en train d'accumuler plusieurs éléments, et véritablement une grosse difficulté. Là, pareil, c'est avec les collectivités qu'il faut mener ce genre de réflexion et ce genre d'échange. On a un troisième objectif et un dernier, et je finirai là-dessus, l'accueil, hein, et je reformule un petit peu tout ce qui a été, hein, avec l'idée que l'image des marinas doit évoluer pour être identifiée comme une destination plus complète et pas uniquement à dominante technique, donc orientée davantage vers une destination festive, mais aussi culturelle, de shopping, enfin quelque chose de beaucoup plus large, sachant que de toute façon, ce genre de choses, ça dépasse largement votre filière professionnelle, on est bien d'accord, mais c'est aussi quelque chose qui globalement va profiter à l'ensemble des touristes, mais aussi aux Martiniquais. Hein, quand il y a des animations culturelles et des événements culturels, les premiers à y être, c'est bien sûr les gens qui habitent ici. Donc il ne faut pas le penser que comme un développement qui concernerait uniquement que les professionnels du nautisme. Je pense que ça augmenterait la qualité de l'accueil globalement. Ça implique de déborder effectivement des compétences de la filière. Et puis la plaisance verte, j'ai eu véritablement, ça c'est des choses qui sont nouvelles si je compare à ma précédente étude. Je n'avais pas entendu ce genre de choses. Là, 4-5 professionnels ont évoqué l'idée de passer et de passer véritablement à une plaisance plus verte et de valoriser cette image de plaisance verte parce que concrètement les gens sont particulièrement sensibilisés à cette dimension-là. Alors, il y a, j'ai structuré ça en deux grandes idées. Il y a quelque chose à faire en direction des plaisanciers. Il y a véritablement de l'éducation. J'ai l'obligation à utiliser des infrastructures. Hein. Le port du Marin s'est équipé d'infrastructures de récupération des eaux noires et des eaux grises. La marina de l'étang Abricots, elle aussi, est équipée. Il faut sensibiliser les plaisanciers à l'utilisation de ce genre de choses. Il faut les sensibiliser, y compris à tous les produits qu'ils utilisent, hein, que ce soit pour se laver, pour laver la vaisselle, et ainsi de suite. Et je crois que effectivement, c'est une image, même si les produits sont un petit peu plus chers, c'est une image c'est quelque chose auquel ils vont être sensibles. Pareil, on parle aussi de tous les produits utilisés pour les bateaux, les anti-fouling, et ainsi de suite. Donc, voilà, on a plusieurs entreprises, dont certains disant, mais très probablement qu'on devrait être capable aussi de développer des produits respectueux de l'environnement ici sur place en Martinique. Et au-delà du nautisme, c'est pourquoi pas la création d'une nouvelle filière économique. Voilà un petit peu les grands éléments qui ressortent de l'ensemble de l'étude qui a été faite. Je reviens sur ça. Voilà, c'était la remise en cohérence de tous vos propos. Je vous remercie. Merci.